2009 pratiquement, et qui voyait les mouvements, n'est-ce pas, des groupes terroristes, mais qui n'apportait pas effectivement une véritable solution au problème non terroriste. Donc après avoir dénoncé les accords de coopération militaire avec la France, camper les décors, alors le second acte a été celui donc de diversifier le partenariat en se tournant donc vers notamment des pays comme la Russie, comme la Turquie, comme l'Iran, etc. Parce qu'on s'est rendu compte à travers les différentes sorties médiatiques du capitaine Ibrahim Traoré que les anciens partenaires ne veulent pas ou ne voulaient pas, en tout cas, nous vendre des armes avec lesquelles on allait combattre les terroristes. Il fallait passer par des mécanismes, il fallait passer par plusieurs rouages, notamment au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'ONU, etc. Finalement, c'était tout à fait compliqué. Voilà pourquoi donc il avait estimé que s'il y avait la bonne volonté, si chacun mettait donc du sien, on pourrait effectivement régler le problème. À la faveur de la rencontre, de l'entretien qu'il a eu avec la presse, effectivement, il est revenu puisque la question lui a été posée, à savoir est-ce que le capitaine avait dit qu'il allait résoudre la question en 3 mois, et que maintenant ça fait 3 ans. Mais il est revenu pour dire pourquoi le terrorisme perdu. Nous-mêmes, on a été témoins, on a vu comment est-ce que des Burkinabés, au lieu donc de se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme, ça donnait à des activités de déstabilisation avec le soutien de l'impérialisme international, avec le soutien de certains voisins. Comment voulez-vous, dans ce cas-là, pouvoir donc trouver une solution, n'est-ce pas, à cette question donc, du terrorisme. Mais déjà, le constat est sans appel. La différence est nette. Aujourd'hui, quand on prend l'armée burkinabé, comme il a dit, c'est une armée qui n'a rien à voir avec l'armée d'avant le 30 septembre 2022. Où nous avons renforcé la création des billes, nous avons même militarisé certaines forces de sécurité, notamment la police avec le GOMI, les eaux et forêts, même la garde pénitentiaire, etc. Toutes les forces, en réalité, ont des dispositifs en l'air sain qui sont dédiés à la lutte contre le terrorisme. On a même vu le recrutement massif des VDP. Et aujourd'hui, donc, on peut donc dire que l'armée burkinabé n'a rien à voir avec celle que nous avons connue. Sans oublier les équipements des derniers cris, les équipements militaires, les drones, etc. Et aujourd'hui, donc, quand on voit un soldat burkinabé, on sent qu'effectivement, il a cette fierté, il a cette dignité. Et donc, le capitaine Ibrahim Traoré a restauré cette dignité à l'armée burkinabé. Aujourd'hui, quand on parle du Burkina Faso, que ce soit en Afrique ou ailleurs, en tout cas, ça fait la fierté de tout Burkinabé. De savoir que le capitaine qui marche sur les pas de son prédécesseur, le capitaine Thomas Sankara, a réussi donc à porter le flambeau du Burkina Faso à l'extérieur. Sans oublier également que son action ne s'est pas limitée seulement au volet militaire. Il y a également des investissements colossaux qui ont été engagés dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire, dans le domaine donc de l'actionnariat populaire, dans le domaine, n'est-ce pas, de la construction des infrastructures routières, notamment à travers Faso Mevo, la réhabilitation des retenues d'eau, en tout cas une véritable offensive, tous azimuts au niveau du Burkina Faso. Sans oublier la place maintenant que le Burkina Faso occupe dans l'échiquier mondial à travers notamment l'AES. L'AES, effectivement, qui a été créée pour non seulement apporter une réponse militaire vigoureuse aux groupes terroristes, mais aussi mettre en commun nos idées, nos efforts avec les 2 autres pays, à savoir le Niger et le Mali, pour qu'effectivement cette alliance-là soit un bloc géopolitique, un bloc géostratégique pour effectivement porter très haut la voix donc, de l'Afrique. L'un dans l'autre, on ne pourra pas effectivement faire le bilan de ces 3 ans ici, mais en tout cas, on peut donc déjà tracer les grandes orientations, les grands jalons qui ont été posés par le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, quand vous êtes burkinabé, quand vous êtes un ressortissant donc du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, l'AES,
partout, effectivement, on sent l'effort. Sans oublier le discours fondateur que le capitaine Ibrahim Traoré a prononcé lors du sommet Russe-Afrique au niveau donc, de la Russie, Saint-Pétersbourg, qui a été effectivement le moment phare qui a propulsé et qui a en tout cas contribué à asseoir la popularité légendaire et mondiale du capitaine Ibrahim Traoré. Le discours a été repris dans plusieurs, en tout dans une dizaine de langues, en anglais, en arabe, en chinois, en beaucoup de langues. Et ça a effectivement contribué à, comme je l'ai dit, à asseoir sa popularité et à montrer véritablement que nous pouvons adopter d'autres stratégies, d'autres paradigmes pour mettre en place un système qui permet de sauvegarder notre souveraineté, mais aussi de nous affirmer comme une nation qui compte parmi les autres nations. Je pense qu'on va s'arrêter là. Tellement de choses à dire. Et dans les prochaines éditions, certainement, on reviendra sur certains autres aspects en lien avec les 3 ans du MPCR. Merci bien, Elhaj. C'est une actualité qui sera traitée tout au long de la journée sur Savan TV, mais également sur Savan FM, vous le savez. C'est le 30 septembre aujourd'hui, ça marque l'an 3 donc de l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et son équipe. Donc, merci bien pour la suite. Nous allons marquer une petite pause et ça sera l'occasion aussi de vous informer sur la météo. Donc, on va aller découvrir ce que nous réserve Dame Nature dans quelques vies d'affaires et juste après, on retrouve. La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et ce matin, je vous le disais, on va parler de développement personnel, on va parler de trading, on va parler de crypto-monnaie avec notre invité qu'on retrouve. Nous recevons ce matin coach Gilbert Sebgo. Il est coach en développement personnel et trader professionnel. Il est dans le e-commerce également. En tout cas, on va parler de toutes ces activités avec notre invité. Bonjour à vous, coach Sebgo. Bonjour, Mme Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on va faire un peu plus connaissance avec vous avant de parler de vos activités. Okay. Dites-nous, votre parcours scolaire a été ponctué par quoi? Retracez-nous un peu. Bon, je dirais l'excellence. Je dirais aussi la rigueur parce que j'ai suivi le cursus classique comme tout le monde. Okay. Et moi, j'ai fait par exemple mon BPC au village, en région. Et maintenant, après le BPC, voilà, j'avais déjà un peu l'ambition d'opter pour une branche technique. Et donc, ce qui m'a amené à Ouaga pour faire l'électricité. Et j'ai eu la chance de rencontrer vraiment pas mal de professeurs qui étaient vraiment excellents. Et avec le travail, avec la rigueur aussi, j'ai eu à passer le BP, option électrique, électrotechnique en 2019. Okay. Et avec le travail surtout, j'ai eu à être le premier national aussi. Et en 2020 maintenant, j'étais dans le palais de passer le bac. Et moi, j'ai décroché encore l'excellence et j'ai été le 3e national. Donc, ah oui. Donc vous avez fait partie de ceux-là que les présidents rencontraient au niveau de Kosiam, là. Ah oui. Oui, parce que c'est comme ça qu'on fait partie des meilleurs. On a la chance d'être primé à la présidence. Je vous laisse poursuivre. Exactement. Et je pense même que c'est le début vraiment de l'aventure. Et surtout quand on vient du village et après 2-3 ans, on se retrouve à Kosiam. Oui. Bon, le rêve est permis en fait. Bien donc, sûr. Ça a prouvé qu'avec le travail, on pouvait faire beaucoup de choses. Et tiens à rappeler aussi que bon, au BPC, j'étais le premier du centre-nord à l'époque. Et bon, vraiment, j'avais tout ce qu'il faut pour aller en série scientifique, en série C. Mais comme on voit la situation aussi souvent, bon, j'avais déjà l'ambition d'opter pour l'enseignement technique pour ne pas se retrouver après à avoir des diplômes et puis voilà, ne pas avoir de quoi faire. Ah oui, on a vu votre photo avec le président, l'ancien président, donc Roch Patricia Kaboré, donc on comprend. Quand on est excellent, justement, on fait partie des excellents et on fait partie de ceux qui sont reçus par les présidents pour la récompense. Alors, Monsieur Sebgo, donc on le sait à travers votre parcours que vous étiez excellent, mais après le bac, est-ce que vous poursuivez à l'université, ça se passe ici ou bien qu'est-ce que vous faites après? Bon, j'avais la possibilité de poursuivre ici. Parce qu'à l'époque, j'ai eu à faire même le test à Koudougou pour continuer à l'université de Koudougou. Et comme on a été allé à Kosiam aussi, on a eu de la bourse nationale voilà, de l'excellence. Et bon, après, on a postulé aussi pour l'extérieur, le Maroc, la Tunisie, le Venezuela, tout ça. Bon, j'avais vraiment pas mal de bourses, mais j'ai opté pour la Tunisie parce que ça confondait vraiment avec ce que je faisais déjà avant d'avoir le bac. Notamment l'électricité en fait. En Tunisie, vous poursuivez à l'université avec une branche exactement. Ah oui, voilà, en électricité. Et c'était vraiment agréable. Et j'ai commencé, nous on a quitté ici en retard, c'était au période de Covid en fait. Donc nous on a quitté ici au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Et on y est arrivé, bon, on était en retard, mais on s'est rattrapé.
Et quand on est excellent, on est toujours excellent. Ouais. Donc, ce qui a permis encore d'être le major en première année là-bas, malgré le retard. Et ensuite, ça s'est poursuivi comme cela. Ça s'est poursuivi. Yeah. Alors, maintenant, ce que je vais dire, aujourd'hui, vous portez plus la casquette de businessman, Yes. de trader professionnel, Yeah. de formateur, Yes. de coach en développement personnel. Yes. Comment ça se passe, cette transition-là? Parce que quelqu'un qui a fait l'électricité, c'est vraiment une branche technique et tout. Comment il se retrouve dans ce milieu de business et autres, un élève brillant qui, est-ce que vous claquez tout, vous laissez tomber carrément la poursuite de vos études supérieures pour vous lancer dans le business, ou bien comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, les études supérieures, oui, j'ai claqué ça parce que moi, mon objectif, c'était vraiment d'avoir quoi faire quand je vais finir, voilà, quand je vais obtenir les diplômes. C'est pour cela que j'avais opté pour l'enseignement technique. Maintenant, si se trouve qu'après avoir voyagé, j'ai compris qu'en fait, voilà, au-delà des compétences, au-delà de tout ce qu'on peut acquérir comme connaissance dans l'enseignement classique, il faut aussi quelque chose, il faut aussi un petit budget, voilà, il faut aussi des moyens pour pouvoir souvent se lancer. Moi, je ne suis pas dans les histoires de dire qu'on peut, voilà, entreprendre en commençant par zéro. Aujourd'hui, si tu veux entreprendre, il faut un minimum de base, il faut souvent quelqu'un qui va te pousser. Et si tu n'as pas cette personne, bon, moi je suis un peu... j'ai réfléchi beaucoup et dans mes recherches, j'ai juste compris qu'en réalité, cette vie est très simple. Si tu veux aller à un point A vers B, il suffit de commencer à suivre le chemin. Donc, si toutefois, en cours de route, tu vois que à ta destination, tu ne pourras pas vraiment obtenir tout ce que tu veux, bon, la meilleure manière vraiment de ne pas prendre le risque, de ne pas avoir ça, c'est de changer radicalement de chemin. Voilà. Et si moi j'avais par exemple l'intention de devenir un professeur à l'université, et après je vois que bon, si je deviens un professeur à l'université, je ne pourrais pas impacter que si j'étais vraiment entrepreneur, j'employais pas mal de personnes. Alors, c'était pas vraiment dans l'idée pour moi de continuer et puis à la fin me dire bon, je vais me rattraper. Non. Dès lors qu'on est conscient de ce qu'on veut, et on peut décider, et c'est la décision qui façonne la vie d'un être humain. Et moi, par exemple, j'ai décidé d'entreprendre, j'ai décidé de me lancer. Et en continuant d'aimer ma passion qui est l'électricité, par exemple. Et aujourd'hui, si moi je voyage, je rencontre des partenaires et je leur dis on va travailler ensemble parce que j'ai assez de compétences. Et en plus aussi, quand j'ai commencé à l'université, il faut dire que moi j'étais un peu plus malin que certains élèves. Parce qu'à l'école, c'est très simple. Souvent, ce qu'on va enseigner en troisième, on connaît déjà les matières, on connaît déjà ce qui va se... le programme en fait. Donc, quand moi j'étais par exemple en seconde, en BP, j'ai commencé à apprendre tout ce qui se trouve en première, après j'ai fini. Vous anticipez en fait. J'anticipe. Donc quand le professeur vient en classe, il n'a pas intérêt à faire erreur parce que souvent je suis capable de le corriger. Voilà. Certains professeurs n'aiment pas les élèves comme vous. Hein. Exactement. Mais malheureusement, et heureusement plutôt, c'était pas le cas pour moi parce que, la petite anecdote, c'est que voilà, tout le monde connaît comment les professeurs peuvent souvent se débrouiller avec les moyens de bord. Mais j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui ont payé ma scolarité en BP, en BP2, juste avant que je sois excellent. C'est-à-dire ils ont décidé de payer ma scolarité à hauteur de 300 000 et quelques. Ils étaient autour de 9 personnes. C'était vraiment, ça montrait l'amour qu'ils portaient autour des élèves qui sont vraiment brillants. Et cela m'a motivé encore plus à croire en moi parce que si les professeurs, malgré leurs moyens, ils arrivent à prendre la décision de payer la scolarité de quelqu'un qui ne connaissent pas trop, je pense que ça devrait motiver quelqu'un qui est un peu conscient. D'accord. On va évoluer un peu dans le de votre récit, parce que vous avez dit, après vous laissez tomber les études supérieures pour entreprendre, parce que vous avez eu la vision d'aller vers ce domaine-là. Maintenant, la première entreprise, vous lancez dans quoi d'abord et c'est où? Est-ce que vous restez en Tunisie pour commencer ou bien vous revenez au Burkina? En fait, plus tu voyages, plus tu comprends que nous sommes vraiment dans un pays de grâce. Nous sommes bénis par l'environnement et par surtout notre humanité envers soi, envers les prochains. Et j'ai compris qu'il fallait juste faire tout pour revenir et puis commencer à s'installer le plus vite possible. Et sinon, dans l'émotion, on dit que quand tu sais que la bagarre aura lieu, il faut commencer à taper très tôt. C'est ça. Donc moi, j'ai préféré commencer les affaires. Et surtout le trading, j'ai commencé à apprendre. Voilà, je me suis isolé pendant au moins 3-6 mois pour apprendre. Et la plupart ne savent pas là où moi je suis. C'est vrai que je suis connecté, mais personne ne sait là où je suis. Donc j'étais coincé, c'est moi, tranquille, seul. Et j'ai bossé tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est trading. En fait, j'ai juste compris qu'il fallait apprendre. Il n'y a pas deux voies pour avancer dans l'entrepreneuriat si ce n'est pas la connaissance. Voilà.
Et vous avez lancé votre entreprise finalement? Exactement, non, je suis rentré en 2022. Je suis rentré en septembre 2022. C'est là maintenant, c'est ici que j'ai commencé à lancer mon entreprise qui s'appelle Mart Group d'ailleurs. Mart Group. Voilà, Mart Group. Okay. Donc, le groupe, c'est pour vraiment résumer pas mal de domaines et on pourra insérer beaucoup de domaines là-dessus. Et actuellement, nous exerçons sur le e-commerce, sur le trading, sur le développement personnel. Donc, parlant de trading, par exemple, si quelqu'un vient se former en trading, la première des choses, c'est d'abord de l'initier psychologiquement parce que c'est vraiment un domaine très complexe. Très complexe. Et on va justement revenir à ça. J'aimerais qu'on prenne point par point. Okay. Parlons du développement personnel. Okay. Déjà, donc coach en développement personnel. Il y a tellement de coachs actuellement qu'on se demande pourquoi vous y êtes venu et c'est quoi votre particularité. En fait, c'est moi, c'est le concret, je dirais plus. Parce que je forme sur le développement personnel. Pour quelqu'un qui vient vers moi, je regarde son profil. Et décide de quoi il a besoin. Et surtout, si quelqu'un n'a pas quelque chose à faire et il vient vers toi, tu ne dois pas commencer à lui dire, voilà, tu peux tout faire. Non, tu lui dis, voici ce que moi je fais, voici ce que je pense que tu peux faire. Tu peux te dire, bon, le e-commerce est là. Si tu te lances, voici les compétences que tu dois acquérir, tu dois savoir faire les publicités, tu dois savoir vendre, tu dois savoir convaincre. Et pour cela, tu dois lire. Et lorsque je donne tous ces volets-là, je le dis en même temps, si tu as besoin d'une formation, je te montre moi mes résultats. J'ai mes étudiants qui peuvent t'aider aussi. C'est vrai que souvent moi je suis un peu occupé, je voyage aussi beaucoup. Mais je l'indique comment tu vas faire pour t'adapter. Maintenant, une autre personne peut venir vers toi, il est déjà occupé, il travaille. Lui aussi son profil est différent. Tu pourrais lui dire, bon, moi je suis là, toute ma passion c'est d'améliorer les finances des gens. Donc moi-même, je décide d'améliorer mes propres finances et après maintenant, je pourrais vous dire voici ce que je fais, je peux te montrer ce que je fais et quand je te donne les idées, bon, quand il y a la vérité, la tête c'est pour cela en fait. Ah oui. Donc c'est un peu ça. Et maintenant, le trading. Vous êtes trader professionnel. Expliquez-nous en termes simples, c'est quoi le trading? Bon, il faut dire que souvent, je m'assois et je me demande quel est le jour que j'aurai l'occasion de parler à tous les Burkinabés et à tous les Africains pour qu'ils comprennent que le trading, c'est un métier comme les autres. Et le trading, quand on parle de trading, tout le monde est trader. Alors, il faut comprendre que quand tu voyages, pour aller par exemple à l'extérieur, souvent tu es obligé de convertir la monnaie locale en une autre monnaie. Par exemple, le dollar, voilà, ça c'est du trading en fait. Donc, il y a des gens qui sont là, qui peuvent savoir que, bon, vu ce qui se passe actuellement dans le monde entier, aux États-Unis, il y a telle nouvelle, en Europe, il y a telle nouvelle. Donc moi, je suis sûr que l'euro va baisser par rapport au dollar. Donc si je sais que l'euro va baisser, qu'est-ce que je fais? Je peux décider de vendre l'euro. Et quand je vends l'euro, après 2 mois, s'il s'avère que l'euro a effectivement baissé, alors moi, je me retrouve avec des bénéfices parce que j'ai eu l'idée de vendre. Maintenant, s'il arrive que je vois que, bon, vu ce que Donald Trump est en train de faire aux États-Unis, c'est sûr et probable que le dollar va prendre de la valeur parce qu'il est là, il travaille pour l'Amérique. Alors, je peux décider d'acheter le dollar. Et quand j'achète le dollar, après 1 mois, 2 mois, si toutefois j'ai raison, j'ai des bénéfices. Maintenant, il faut dire aussi que c'est assez complexe parce que tu peux avoir des informations, même 1000 informations. Mais s'il y a 10 000 informations alors que toi, tu n'as que 1000, tu vois que tu as tort. Donc, le marché peut s'y retourner contre toi. Et dans la plupart des cas, c'est pas facile. Ça dit que pour faire du trading, il faut d'abord la formation. C'est le minimum. Il faut se faire suivre aussi. C'est le minimum. En fait, c'est ça qui me fait mal parce que souvent, je vois dans les médias, souvent, il y a des gens qui se font arnaquer par l'histoire du trading. Il y a des gens qui se font avoir parce qu'on les promet des gains vraiment pas agréable à entendre. Mais malheureusement, ici, bon, je ne sais pas si c'est la souffrance ou bien c'est la misère qui a fait que nous arrivons à croire à une certaine facilité, alors que ça n'y est pas. Si un jour vous décidez, par exemple, de gagner de l'argent facilement, il faut oublier le trading. Voilà. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Maintenant, s'il arrive que moi, je suis en train de trader avec moi mon argent, même si j'ai 100 millions et je décide de trader avec ça, je sais que c'est mon argent, je peux prendre les risques, même si je perds, je peux me débrouiller et puis voilà, aller me reposer pendant près de 2 mois, 3 mois, voilà, supporter toute la douleur. Maintenant, supposez maintenant que j'ai réuni 10 personnes, 20 personnes et je décide de prendre 2 millions, 3 millions, 4 millions et puis j'ai réuni cet argent et je décide de trader. Si je perds ça,
Donc vous voyez que c'est pas possible. Vous faites bien de soulever ce problème parce que c'est ça aussi que nous observons beaucoup dans l'actualité, dans la scène burkinabé. Sur la scène burkinabé, ce qu'on voit aussi des témoignages de certains. Ça veut dire que vous avez des gens qui vous proposent en fait de faire du trading et qui récoltent de l'argent de plusieurs personnes. On a eu ces problèmes et ces plaintes en justice. Et ils récoltent de l'argent de plusieurs personnes et ensuite se disent que si vous misez par exemple 1 million, au bout de 2 mois, 3 mois, systématiquement, vous allez avoir 2 millions, vous allez avoir 3 millions. Et il y a des gens qui y croient et qui donnent. Après, si la personne prend et que ça ne marche pas, peut-être que la personne était de bonne foi au départ, mais comme c'est des risques, si ça ne marche pas, la personne revient dire qu'en fait, vous n'avez plus la possibilité de posséder votre argent. Et c'est là que les gens ont peur et se disent c'est de l'arnaque. Exactement. Oui, en fait, il faut comprendre que les gens aujourd'hui, quand vous voulez devenir par exemple un docteur, il vous faut peut-être 20 ans d'études. Voilà, si on commence par le CP1, oui, le primaire jusqu'à suite là, à l'université. Voilà, si vous voulez devenir par exemple, je sais pas, un pilote, il vous faut vraiment des années d'études. Maintenant, pourquoi c'est l'argent que vous devrez vouloir apprendre à comment en gagner? Et vous voulez que quelqu'un fasse à votre place en moins de 2 jours, en moins de 1 mois, en moins d'une année. Donc c'est par manque de connaissances. C'est ça que je dis, si toutefois vous voulez vous intéresser au trading, la première des choses c'est de chercher à comprendre. Voilà, une fois que vous aurez compris, c'est vous-même qui allez prendre la décision. Parce que moi je fais confiance à l'être humain. Voilà, Dieu nous a doté des cerveaux pour que nous puissions réfléchir. C'est vrai qu'un enfant va réfléchir comme un enfant, et quelqu'un qui est âgé aussi va réfléchir comme quelqu'un qui est âgé. Mais généralement, ce n'est rien d'autre à cause de l'expérience. Donc quelqu'un qui a vécu pendant des années, il a assez d'informations dans sa tête pour décider de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Un enfant qui a 1 an, 2 ans, souvent quand tu l'apprends même avec le feu, même avec une arme, il ne sait pas ce que c'est en fait. Mais quelqu'un qui est âgé, qui a 18 ans, il sait déjà qu'une arme est un peu dangereuse, il sait que le feu fait mal. Donc tout ça, ça fait que quelqu'un qui est âgé pour moi, il devrait raisonner d'une certaine manière et puis ne pas croire qu'on peut donner de l'argent, 1 million et puis recevoir 1 million 200. Non. Nous sommes là. Il y a des entreprises au Burkina Faso comme, je ne sais pas si je ne vais pas faire la publicité. Les entreprises. Voilà, je ne vais pas citer, mais il y a des entreprises qui ont des actions. Voilà, qui ont des actions ici au Burkina que tu peux payer. Et les gens vont partir déposer l'argent, par exemple, dans ces entreprises-là. Et après, si toutefois l'entreprise grandit, toi, tu as des actions. Donc, ça c'est une manière de trader aussi. Oui, c'est une manière de trader. Et c'est ça, souvent, je me demande comment les gens se débrouillent jusqu'à un certain âge pour ne pas apprendre ces choses-là. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, bon, la première des choses, tu vas même peut-être aller aux toilettes. Quand tu pars aux toilettes, tu vas, par exemple, il y a la salle qui est là, il y a l'eau qui est là, tu vas payer l'eau, tu vas payer. Donc, ça veut dire pour moi, l'argent, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Si on sait que c'est vraiment important, il faut prendre du temps pour l'apprendre aussi. Et je ne pourrais pas donner la certitude que tout le monde pourrait réussir, mais je suis sûr qu'à 100% que celui qui décide d'apprendre comment fonctionne l'argent, comment utiliser l'argent, comment gagner l'argent, la personne a une forte probabilité d'un jour de dire que vraiment j'ai eu la bonne chance d'écouter Coach Gilbert Sébeko qui a dit d'apprendre comment gérer l'argent, comment gagner l'argent. Donc c'est trader en toute sécurité, c'est d'abord la formation. D'abord la formation. Les bonnes informations. Les bonnes informations, exactement. Et surtout, beaucoup de suivi. Voilà, même moi aujourd'hui qui est trader professionnel, souvent j'anticipe le marché pour avoir vraiment des bénéfices 1 mois, 2 mois. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour dire que même si tu suis une formation, il faut t'assurer que la personne est dans le domaine. Voilà, si un jour moi je vous forme dans le trading et puis après 2 mois, 3 mois, vous voyez que moi je suis dans les mines, je suis devenu hors-pailleur, je ne parle plus de trading, vous voyez que ça n'a pas de sens. Voilà, il y a des gens aussi qui sont là, qui profitent une fois qu'ils ont une petite connaissance, voilà, et puis décider de partager ça juste pour gagner de l'argent et puis après il disparaît. C'est-à-dire lui-même il n'est pas convaincu de la chose. Alors que nous on est dedans, chaque jour qu'on se lève, je peux dire que par exemple dans les 3-4 années qui se sont passées jusqu'à maintenant, il n'y a pas un jour où je n'ai pas regardé un graphique de trading. Il n'y a pas ces jours-là. Donc peu importe ce qui se passe. Bon, c'est vrai que souvent, on peut ne pas se sentir, mais le téléphone est toujours à côté pour qu'on regarde le graphique. Donc, c'est pour dire qu'au-delà de ce qu'on montre, c'est ce qu'on fait pour s'en sortir. Donc, et quand tu as ce genre de personnes, je pense que vous pourrez assimiler ensemble et l'avenir sera meilleur. Alors, Coach Sébeko, pour parler maintenant de crypto-monnaie, parce qu'il y a le trading d'un côté, mais votre entreprise aussi forme dans la crypto-monnaie. On va on va dire que ça se ressemble un peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, je pense même que ça mérite vraiment beaucoup d'émissions pour parler de la crypto-monnaie parce que c'est la tendance. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment, vraiment découragé des gens qui arrivent à voler des gens en disant que c'est la crypto-monnaie, en disant que c'est le trading. Alors qu'aujourd'hui, c'est simple. Les crypto-monnaies, c'est une nouvelle forme de monnaie qui sont la numérique. Et d'ailleurs, ça existait avant. Voilà, la crypto-monnaie est basée sur quelque chose qu'on appelle la blockchain, quelque chose qui existait. Voilà, que par exemple, les armées nationales, par exemple, des États-Unis, ils utilisent ces codes-là pour pouvoir chiffrer, pour pouvoir coder les messages. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à se faire voler, tout simplement parce qu'ils ont entendu parler de crypto-monnaies, mais ils n'arrivent pas en fait à comprendre. Ils n'arrivent pas à avoir des gens pour les initier, pour qu'ils puissent comprendre. Mais quand on n'a pas d'argent, ils sont prêts à faire comme le trading, à donner leur argent ou bien on les vend des cryptos, alors que les crypto-monnaies sont là accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de race, il n'y a pas une question de pays, il n'y a pas une question de région. Tout le monde peut avoir accès. Si toutefois vous avez les bonnes connaissances, si toutefois vous êtes formé et vous savez comment vous y prendre, en fait. Oui, il faut donc toujours la formation. La formation. Alors, Coach Tebougo, vous voyagez beaucoup, comme vous l'avez dit en début d'entretien. Vous voyagez pourquoi? Dites-nous. Simple, en fait. Et vous voyagez pourquoi? Et vous partez généralement où? Oui, en fait. Bon, moi, pour mon premier voyage en Tunisie, ça m'a vraiment ouvert un peu l'esprit de comprendre qu'en réalité, notre cerveau ne fait que simuler en fait ce que nous vivons chaque jour. Okay. Voilà. Pour quelqu'un qui a grandi au village, la première fois qu'il vient à Ouaga, il va dire que waouh, je ne sais pas qu'il y a assez de monde qui se sont réunis à quelque part et puis c'est des immeubles. Donc pour lui, c'est vraiment des nouvelles découvertes. Alors que celui qui est né ici, il trouve ça normal. Donc, et je me demande quand vous êtes allé en Tunisie alors pour la première fois. Voilà, par exemple quand je descends en Tunisie pour la première fois, il y a la frisselle qui est là, je vois que tout le monde est là, serein, personne s'intéresse à l'autre. Voilà, chacun marche, c'est-à-dire l'environnement n'est pas la même qu'ici au Burkina. Ici au Burkina, tu peux croiser quelqu'un, tu lui dis bonjour, voilà, comment tu vas, même si vous ne connaissez pas. Alors qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Donc plus tu voyages, plus tu découvres. Et j'ai compris qu'en réalité, au-delà de ce qu'on peut avoir comme compétence pour entreprendre, il faut souvent voyager pour que les yeux voient. Parce que quand les yeux voient, le cerveau n'a plus le socle de croire en fait. Oui. Voilà, quand tu arrives par exemple à Dubaï par exemple et tu vois un immeuble de, je sais pas, R plus 60, R plus 50, ton cerveau n'a plus le socle de croire en fait. Voilà, n'a plus le socle. Et quand tu voyages aussi, il y a des opportunités que tu ne pourras pas gagner si tu ne voyages pas. Et le deuxième volet, donc, d'où le deuxième volet de ma question. Oui. Voilà, vous voyagez pourquoi généralement? En fait, nous sommes sur le marché de la technologie. Okay. Voilà, par exemple, quand je pars à Chine, je rencontre des partenaires que je travaille déjà avec. Et souvent, tu ne peux pas voyager et puis ne pas rencontrer ces gens de personnes si toutefois tu veux vraiment traiter sur le long terme. Okay. Et souvent, les gens pensent que quand tu voyages parce que tu as trop de moyens ou bien parce que voilà, tu as le temps. Alors que non, les voyages font partie de la vie d'un entrepreneur. Parce que plus vous changez d'environnement, plus vous pourrez imaginer plus. Quelqu'un qui voyage pour rencontrer ses partenaires, ça amène plus de sérieux. Et par exemple, d'ici demain ou après-demain, je pourrais voyager puis être en Chine pour rencontrer des partenaires. Et je suis en train de discuter avec eux concernant des articles que je vais commencer à travailler là-dessus. Ils peuvent ne pas te prendre au sérieux. Mais une fois que tu es sur place, ils savent que lui là, il est un peu sérieux. Donc ils peuvent te considérer pour travailler sur le long terme. Okay. Donc, et tout ça, ça fait partie du e-commerce. Généralement. Ouais. Et on parlait de votre entreprise tout à l'heure qui est donc dans plusieurs domaines. On a parlé du trading, on a parlé de crypto-monnaie, on a parlé donc de la formation, du développement personnel et du e-commerce comme on en parle tout à l'heure. Maintenant, comment vous faites, comment vous collaborez avec ceux qui sont intéressés, soit pour des formations, soit pour même... Il y a des gens qui ne savent vraiment pas à ce jour que faire. Est-ce que vous vous intéressez aussi à ces profils-là? Oui, je m'intéresse beaucoup à ces profils-là. Et c'est l'objectif que je me suis donné en fait. C'est vraiment d'être accessible au maximum possible. Pour moi, quelqu'un qui vient vers moi pour prendre des informations, même si la personne ne paye rien, si toutefois, moi, je l'ai permis de ne pas se jeter dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas, pour moi, c'est déjà une victoire. Et en plus, c'est vrai que quand je voyage, souvent les gens me contactent, mais je les programme toujours quand je suis ici au pays. Et je leur dis, ne soyez pas pressés, vous avez tout ce qu'il y a devant vous pour apprendre. Donc, quand on programme, on se voit ici à Ouaga, moi j'ai mon bureau qui n'est même pas loin de vos locaux. Et quand les gens viennent, on discute, on programme des formations et je les forme. Et après, ils sont étonnés en fait. Ils se demandent, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment ces gens de compétences ici au Burkina? Et nous, on est là, bon, souvent on se fait avoir. Je dis non,
En réalité, les mots ne sont plus assez cassés aujourd'hui. Si vous partez sur Internet et vous demandez par exemple le trading, les crypto-monnaies, le e-commerce, même si vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui maîtrise, aujourd'hui vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Donc c'est pour dire que souvent les gens ne comprennent pas que l'argent c'est juste la fin. Voilà, une fois que vous gagnez l'argent, c'est la fin d'un processus. Voilà, quand vous gagnez l'argent, il n'y a plus une histoire de non, c'est parce que vous avez suivi un chemin jusqu'à arriver à gagner votre argent. Donc avant de chercher à gagner de l'argent sur le numérique, il faut d'abord suivre tout un processus. Il faut prendre du temps à apprendre. Voilà. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Si vous êtes devenu aujourd'hui un professeur, alors vous avez suivi des années d'études, vous avez fait des examens, vous avez fait beaucoup de choses. Et après on vous dit on va vous payer tel montant par mois. Donc c'est parce que vous avez suivi un chemin avant de gagner l'argent. Donc c'est la même chose, moi je dis aux gens. Ne pensez pas que vous allez, même si vous avez 1 million aujourd'hui, vous n'allez pas prendre les 1 million et puis commencer à fructifier ça sans suivre un processus. Voilà. Même si vous payez un terrain aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris l'engagement de payer le terrain et vous avez pris l'engagement de patienter aussi pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et vous dites que bon, quand vous allez revendre, peut-être vous aurez des bénéfices. Mais c'est parce que vous avez pris l'engagement et c'est parce que vous avez patienté aussi. Donc aujourd'hui, si par exemple vous payez un terrain et puis après vous vendez à 3 millions, c'est parce que vous avez eu l'idée d'acheter. Et vous avez surtout tout un processus. Et quand le jour que vous vendez maintenant et que vous avez vos bénéfices, c'est là qu'on dit que vous avez fait un bon trade parce que vous avez suivi tout un processus. Et à la fin, c'est l'argent. C'est la même chose dans tous les domaines. Ok. Voilà. Donc, est-ce que pour l'environnement burkinabé, est-ce que vous pensez que en tant que jeune, on peut rester au Burkina, entreprendre et réussir? Moi, je dis même souvent, la plupart de mes vidéos, je dis le succès est possible en Afrique. Alors, je ne voudrais pas dire le succès est possible au Burkina parce que pour moi, l'Afrique, c'est vraiment un seul pays. Et moi, quand je suis revenu ici au Burkina Faso, tout ce que je vois, c'est le positif. Peu importe ce que les gens disent sur le Burkina, peu importe ce que les gens arrivent à interpréter, souvent d'autres même sont ici, ils n'arrivent pas à croire. Et moi je dis, si vous n'arrivez pas à croire à ces pays-là, autant quitter plus vite parce que vous ne réussirez pas. Donc déjà, c'est de comprendre que grâce à Internet aujourd'hui, moi je suis là et puis souvent je forme des gens aux États-Unis. Donc souvent je forme des gens qui sont en France. Je suis ici au Burkina. Donc ça, c'est la puissance d'Internet en fait. Et ceux ceux-là qui vont commencer à comprendre qu'aujourd'hui, tu peux être ici et puis faire beaucoup de choses sans même, moi je peux faire toute une journée dans mon bureau en train d'apprendre des choses qui sont ailleurs, que les gens ne maîtrisent même pas ici. Voilà. C'est pour dire qu'aujourd'hui, votre situation géographique n'impacte pas votre capacité à réussir si toutefois vous avez l'ambition de réussir. Voilà. Maintenant, la situation du pays, il faut comprendre que ce n'est pas ici seulement que voilà, ça ne va pas. Même aux États-Unis, il y a des pauvres. Même au Canada, il y a des pauvres. Donc c'est pour dire que si vous êtes ici au Burkina, vous devrez croire au pays, vous devrez savoir que tout est possible, mais c'est vous, votre volonté qui va impacter dans la plupart des cas. Et comme pour rajouter à la question, comme je le disais, est-ce que pour un jeune qui n'a vraiment pas d'idée de business, qui ne sait pas s'il faut entreprendre ou pas, qui est chômeur, est-ce que vous pouvez l'accompagner? Moi, j'ai l'habitude de dire que peu importe là où tu es, peu importe ta situation actuellement, il faut commencer quelque chose. Voilà. Et le plus important, c'est de savoir ce que tu veux. Aujourd'hui, là, moi, si je n'ai pas pris la décision de commencer à entreprendre très tôt, je n'allais pas être là où je suis. Moi, j'ai des amis qui ont continué les études, qui ont fini la licence et qui sont revenus ici au pays. Même pour avoir un stage, c'est compliqué. Donc, alors que moi, je suis en train de voyager, et même s'ils ont peut-être un boulot à faire, moi, mon objectif, c'était d'entreprendre. Aujourd'hui, si moi je pars en Chine, je décide d'entreprendre à payer des matériels ou revenir ici, voilà, côté électricité, je serai plus gagnant que ceux-là qui ont fini et puis ils sont revenus, qui ne peuvent même pas avoir un stage en fait. Donc c'est pour dire qu'il faut commencer, peu importe votre situation, il faut savoir là où vous voulez aller et puis prendre le chemin, parce que c'est le chemin qui est le plus important. Voilà, c'est vrai que dans la course, vous ne pourrez pas arriver à la même durée. Voilà, moi je peux commencer à entreprendre à l'âge de 17 ans et puis à l'âge de 25 ans, je suis déjà posé parce que j'ai eu certaines opportunités. Alors que celui-là qui a commencé aussi à la même âge, il peut réussir à partir de 30 ans, 35 ans. Voilà, tout est une question de concentration et surtout de prise de risque aussi, parce que c'est les risques qui font réussir. Voilà. C'est ça le problème, prise de risque, comme vous l'avez dit. Exactement. Il faut prendre le risque. Oui, il faut prendre le risque parce que quand vous regardez moi mon parcours par exemple, quelqu'un qui est le premier national en BP, 3e au bac, après il part à l'extérieur, bon, tout le monde s'attend à ce qu'il étudie, il finit tout, il revient, voilà, il va gagner un boulot stable. Alors que moi j'ai pris le risque de ne pas arriver à bout. Parce que si tu arrives à bout, tu n'as plus le choix. Voilà, et déjà j'ai décidé de prendre le chemin de l'entrepreneuriat, et tout en sachant que c'est le seul moyen pour moi. Je dirais que c'est comme
le capitaine qui a croisé des gens sur la mer et puis il brûle les bateaux. Quand il a brûlé les bateaux, après, l'adversaire a compris qu'en réalité, lui, il a décidé de... Soit il gagne, soit ils ne vont plus repartir en fait. Donc avant même de croiser l'adversaire, il a commencé à brûler ses bateaux. Voilà, là, ça prouve que si vous êtes en train de venir avec des bateaux, soit nous, on va repartir avec vos bateaux, soit nous, on est déjà, en fait, on a décidé de vous affronter. C'est ce que moi j'ai fait avec le monde de l'entrepreneuriat. Et j'ai compris le monde est très simple. Quand vous êtes jeune, c'est le moment pour vous. Et c'est pour cela que j'aime voyager. Quand je vois une immeuble de R+50, je regarde surtout la fondation. Parce que c'est la fondation qui fait que vous pourrez aller très haut. Si vous n'avez pas une bonne fondation, vous ne pourrez pas aller à quelque part en fait. Même si vous construisez sur des sables, un jour ça va s'écrouler. Donc c'est la décision, c'est votre fondation qui fait qu'un jour vous pourrez dire je peux aller à tel niveau, je peux aller à tel niveau. Donc moi j'ai pris le temps de me concentrer, faire une bonne base, surtout revenir m'installer très tôt. Et je sais ce que je vais faire ici au Burkina. Merci. Le temps court vite, mine de rien. On est déjà au terme de notre entretien. On va redonner, en fait, on va donner du moins les adresses de votre entreprise, que ce soit, donc, si vous avez des réseaux sociaux, le contact, la situation géographique. Bon, moi, les gens peuvent me joindre sur, par exemple, TikTok, Facebook, voilà, même sur Google, Coach Gilbert Sebgo. Quand vous tapez le nom seulement, vous aurez vraiment pas mal d'informations. Et il y a aussi Coach Gilbert Sebgo. Exactement. Et il y a les numéros aussi qu'on peut me contacter. Voilà. Il y a par exemple le 72 22 66 68. Voilà, c'est un numéro accessible. Redonnez le contact. 72 22 66 68. Merci bien. Et vous avez dit que votre entreprise n'est pas loin donc, des locaux de Savane Média. Exactement. Donc il suffit juste d'y venir et puis dans les parages, vous pourrez appeler le contact. Exactement. Merci. Quel est votre mot de fin aujourd'hui à l'endroit de la jeunesse qui nous regarde? Alors, le mot de fin, c'est assez encourageant. C'est de dire qu'aujourd'hui, peu importe ce que vous traversez, peu importe votre vie actuelle, ça n'a aucun effet sur ce que vous pourrez accomplir dans l'avenir. Mais si vous êtes malin et vous commencez à prendre des décisions qui vont impacter, à commencer à vous demander vraiment ce qui est important dans l'avenir, et vous savez là où vous voulez aller, et vous commencez à prendre les semelles, vous allez voir qu'un jour vous direz que vraiment, il y a eu la chance de prendre des bonnes décisions au bon moment. Merci beaucoup, Coach Sebgo, d'être passé. Merci. Et puis, on vous souhaite bonne suite et voilà, bon voyage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que nous étions avec Coach Gilbert Sebgo, coach en développement personnel et trader professionnel. Et vous l'avez vu, hein, et puis vous l'avez entendu, il est aussi dans le e-commerce. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Nous allons poursuivre et on marque une petite pause. Après, on revient avec d'autres invités. Merci. Le musée du Warba, c'est une émanation du festival Warba. En fait, le festival Warba a été créé par l'association Génération Montante, dont le leader est M. Joseph Kaboré, ancien ministre des Infrastructures, qui vraiment a tenu à bras le corps le festival Warba pendant un certain temps. Parce qu'on a trouvé que le Warba était bien pratiqué dans la province et c'était, on va dire, un élément culturel à montrer et à vendre. Et donc, c'est ce qui a valu la création du festival Warba. Et en avançant, on a vu qu'il fallait aller encore plus parce qu'entre deux festivals, c'était vide. Donc, c'est ça qui a valu la création du musée du Warba pour essayer d'avoir un lieu où on garde les éléments du Warba et qu'entre deux festivals, les gens puissent encore visiter et connaître davantage le Warba. Nous voulions créer, après le festival et le musée, un circuit touristique depuis Ouagadougou qui permet, on va dire hebdomadairement ou mensuellement, de faire vivre le musée. Plusieurs responsables au niveau du ministère de la Culture ont été approchés, on a eu des promesses de soutien, mais cela n'a pas encore vu le jour et c'est pas facile parce que vous savez, la culture, c'est un des parents pauvres dans le développement, et alors que c'est très très important. Donc nous continuons de faire les démarches pour faire vivre le circuit qui va encore faire vivre davantage le musée.
Les gens visitent le musée de Warba, mais comme je disais, c'est un musée qui est l'émanation du privé. Et vous savez, la culture souvent n'est pas un élément très rentable en tant que tel. Et pour faire vivre le musée, il faut un minimum de moyens. Il faut du personnel permanent pour guider les visiteurs, et entretenir les objets. Et tout cela nécessite pas mal d'argent que l'association a du mal à mobiliser. Mais tant bien que mal, on fait vivre. Et M. Émile Kabori qui est là, il y a le scolaire qui a beaucoup fait vivre le musée par les visites, du primaire jusqu'au lycéen, des collégiens, des lycéens qui viennent régulièrement se ressourcer, connaître davantage leur culture, et ça c'est à encourager. Mais vraiment, notre souhait c'est d'avoir plus de soutien au niveau du ministère de la Culture pour pérenniser ce musée-là, parce que nous avons un volet que nous voulions développer pour encore vivre davantage, faire vivre davantage le musée, que nous n'arrivons pas, qui est notre festival regroupe 12 provinces. Et il y a une telle variété de Warba qu'on ne soupçonne pas. Et le Warba de Kungusi, ce n'est pas la même chose que le Warba de Ganzourou, mais ils ont remporté une fois le festival. C'est pour vous dire comment c'est divers. Et nous, nos autres ambitions, c'était de récolter tous les éléments culturels des différentes Warba, des différentes provinces. Nous avons une réserve ici où on va les stocker et puis faire une exposition tournante. De façon à ce que si tu viens ce mois-ci, l'exposition que tu vas voir le mois suivant est différente. C'est comme ça que le musée vit davantage. Mais là encore, il y a d'énormes problèmes de moyens, mais on s'accroche. Vous étiez en train d'observer les images du musée de Warba de Zorgo. Alors, de passage à Zorgo, n'hésitez pas à aller visiter ce musée. Il y a des merveilles à découvrir. Pour la suite, nous allons parler rentrée scolaire avec notre prochain invité parce que oui, à partir de demain, nos enfants, les élèves donc de ces enseignants-là vont reprendre le chemin de l'école. C'est important aussi de pouvoir bien démarrer pour assurer la réussite de vos enfants. Et nous avons décidé d'inviter un sociologue très proche aussi des jeunes parce que justement, il s'occupe de ça, de la formation et de l'éducation des jeunes. Je rappelle que M. Paloupougné Maximova est également le fondateur du centre Yanfodano de FADA. Bonjour, M. Oba. Bonjour, excellent journaliste. Bonjour, brillant sociologue. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. Merci d'être là. Alors, la thématique de ce matin, c'est à la veille de la rentrée scolaire, comment affronter cette journée de demain-là pour assurer une réussite de vos enfants. C'est important, ça peut être banal pour certains, mais c'est important aussi de pouvoir savoir comment on peut entamer cette rentrée-là. Est-ce que c'est un thème qui vous parle particulièrement, M. Oba? Oui, en tant que parent, ce serait anormal si ce thème ne me parlait pas. Et en tant que sociologue aussi, c'est intéressant de s'interroger sur nos réalités, observer, conseiller et partager des astuces pour faciliter la vie des parents, des élèves et des enseignants. C'est important. Alors, donc, c'est terminé déjà pour les vacances. C'est terminé aussi pour vous, à Yanfodano, je vais dire. Mais est-ce que votre centre se prépare aussi pour la reprise? Oui, on a commencé la semaine dernière et on a réuni une quarantaine de jeunes, des élèves du collège, du lycée et aussi des nouveaux bacheliers pour les aider à préparer la rentrée. On a des images même qu'on peut voir. On pourra regarder. Voilà. C'est
Des jeunes qu'on a réunis. Centre, hein? Oui, c'était au centre à Fada. Donc, avec ces jeunes-là, on leur a appris simplement à décompresser avant d'affronter la rentrée, de se préparer en termes de défis, parce que nous croyons que lorsque nous parlons de rentrée, il faut se préparer mentalement, il faut se préparer intellectuellement, il faut aussi se préparer financièrement. Donc, nous avons échangé de tout cela et nous avons surtout essayé de les aider à construire une forme de relation avec leurs parents, avec des exercices. Voilà, que nous avons fait, des travaux pratiques et aussi des fiches que nous leur avons données à remplir avec leurs parents afin de les aider à mieux s'organiser. Et au niveau de votre centre, et même pour les élèves du FADA, le défi est double, j'ai envie de dire, parce que vous êtes dans une zone d'insécurité. C'est ça. Et vous avez dit, vous n'abandonnez pas quand même vos parents, vous n'abandonnez pas les gens de chez vous. Donc, il faut y aller, mais surtout aussi, il faut... en préparant cette rentrée aussi, préparer ce volet-là avec ses élèves. Oui, afin qu'ils n'aient pas peur, qu'ils se disent que s'ils sont dans ce contexte, ils ont un double défi, comme vous l'avez dit. Et nous aimons dire à Yanfodano que plus le défi est grand, plus le mérite sera aussi élevé. Quand vous réussissez dans des conditions difficiles, vous avez encore plus de mérite que ceux qui réussissent dans des conditions normales. Et c'est cela qui est important vraiment à faire intégrer à ces jeunes-là, afin que nous continuions de dire que l'arbre de la difficulté ne doit pas cacher la forêt des opportunités. Ah oui. Bonne chance à ces élèves-là qui ont participé à cette rencontre avec vous. Maintenant, parlons à tous les élèves du Burkina. La rentrée, c'est demain. Donc, demain très tôt, les enfants vont repartir pour l'école. Comment les élèves devraient affronter cette journée de demain, la rentrée des classes? Que chaque élève affronte cette journée avec foi et avec enthousiasme. Avec foi, c'est-à-dire avoir cette ferme assurance-là, cette conviction profonde que cette année sera une très bonne année. Avec enthousiasme, parce que c'est important d'embrasser l'année scolaire, non pas avec stress, non pas avec peur, non pas avec la peur d'échouer, mais en se disant que cette année, je vais réussir. Je serai parmi les meilleurs, nous serons tous bons et tout va bien se passer. Donc, foi, enthousiasme, c'est vraiment ce que je demande aux parents d'inspirer à leurs enfants afin que cette année soit vraiment une belle année pour nous tous. Et comme vous avez évoqué les parents, comment eux, parents, doivent accompagner les élèves pour la première journée de demain? La complicité entre parents et enfants, ça c'est vraiment important. Ce matin, lorsque je quittais la maison vers 6h, 6h30, parce que j'avais un rendez-vous avant de venir ici, et la maman qui dit qu'il faut les réveiller, elles ont demandé de les réveiller. Déjà, elles voulaient se réveiller aujourd'hui à 6h pour déjà s'habituer. Et elles précisent qu'ils ont dit qu'il faut nous réveiller une fois. Parce que cette année, elles ont pris l'engagement que l'année dernière, on avait... Vous voyez, non, le réveil est souvent difficile. Qu'elles ont dit que cette année, quand on va les réveiller une fois, elles vont se lever. C'est un engagement personnel. Vous voyez, voilà. Donc, ça déjà, c'est vraiment important pour les parents de pouvoir s'organiser avec les enfants, de faire de petits contrats, suivis de promesses quand on peut tenir les promesses. Aux enfants, ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Que ce soit des promesses en termes de semaine ou encore de promesses en termes de trimestre, c'est-à-dire au premier trimestre, si tu réussis ça, je vais te donner ça. C'est bien, ça va stimuler l'enfant. Mais ayez les moyens de votre politique. Lorsque vous ne pouvez pas, il ne faut pas promettre. Mais, par contre, lorsque vous promettez, même si l'enfant, vous lui dites par exemple, si tu es premier de la classe, je vais t'acheter ça à Noël. Si l'enfant est deuxième, ne lui dites pas, tu n'as pas été premier, je ne t'achète pas. Tu as été deuxième, je vois que tu as fourni beaucoup d'efforts. Même si tu n'as pas été premier, je te donne ça en espérant. Donc là, comment avoir un plan stimulé et aussi un planning. Voilà. D'accord. Est-ce que la rentrée scolaire ou la première journée, c'est le lieu aussi pour les parents de les aider dans la cour de l'école, je ne sais pas, aller au contact de leur réalité sur le terrain? Oui, c'est nécessaire. Pas forcément par compétition avec les autres. Parce que je disais à un de vos collègues que lorsqu'un enfant voit son camarade vivre quelque chose avec ses parents, automatiquement, il a envie de vivre la même chose. Donc, lorsque le jour de la rentrée, cet enfant est là avec papa et maman, lui aussi, il a envie que papa et maman soient là. Si je prends par exemple votre cas, demain, vous serez là. Parce que mais vous devez tout faire pour que
votre époux, leur père, les accompagne. Pourquoi pas avec quelqu'un d'autre, sinon, si maman n'est pas là, que papa soit pleinement là. Si en cas de force majeure, tous les deux sont pris, c'est là où vous devez faire violence sur vous-même pour mettre de côté, soit mettre de côté cette journée de travail pour aller les accompagner ou encore vraiment les préparer psychologiquement. Parce que c'est vraiment important. Lorsqu'il voit les autres avec leurs parents et que lui, ses parents ne sont pas là, il est frustré. Donc, soyez pédagogique. Quand vous pouvez, prenez un jour de congé s'il le faut. Même si on va couper dans votre salaire, acceptez et accompagnez les enfants à deux si possible. D'accord. Merci pour ces astuces, Monsieur Ova. Et qui parle de rentrée scolaire aussi parle souvent de la peur des enfants aussi d'aller affronter l'année scolaire. Comment on peut aussi les préparer à surmonter ça? Ok. Il y a des peurs qui sont passagères, c'est-à-dire la peur normale, c'est le premier jour de l'école. Mais il y a d'autres peurs, il faut creuser. Est-ce que l'enfant a peur de l'enseignant? Est-ce que l'enfant a peur de ses camarades? Parce qu'il y a des enfants aussi qui sont victimes de harcèlement à l'école. Donc, il faut diagnostiquer pour savoir est-ce que c'est une peur juste parce qu'il est stressé. Et là, il faut le rassurer. Et remplacer cette peur par de l'enthousiasme. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est le travail des parents. En l'accompagnant, ça va le rassurer. Et soyons pédagogiques. Lorsque nous accompagnons l'enfant et que nous sentons qu'il a peur, il faut lui dire des mots qui vont le rassurer. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de rester jusqu'à midi. Je vais passer vous chercher tôt. Dites-le, si c'est maman qui va passer, dites que c'est maman. Si c'est papa qui va passer, dites c'est maman. Si maman ne peut pas, c'est pas la peine de dire « Ah, maman va venir » alors que maman ne sera pas là. Parce que les enfants n'aiment pas quand ils sont déçus. On comprend que vous nous avez dit de ne pas promettre ce qu'on ne peut pas donner, donc de ne pas dire quelque chose, une promesse qu'on ne va pas tenir. Ça veut dire qu'il ne faut pas les mentir, quoi. Il ne faut pas mentir. Parce que lorsque tu vas lui dire que vous allez venir le chercher, il va se préparer. Et peut-être même qu'il a dit à ses amis, aujourd'hui, c'est maman qui vient. Tu vas voir comment maman est jolie. Tu vas voir comment maman est bien habillée. Et malheureusement, tu vas envoyer la servante. Et la servante, peut-être qu'elle ne sera pas bien habillée. Et ça commence mal déjà. Je ne dénigre pas les servantes. C'est juste pour dire que les enfants sont très, 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 très exigeants à ce niveau. Quand vous promettez, il faut répondre. Sinon, si vous ne tenez pas vos promesses, ils commencent à ne plus croire en vous. Et ça, c'est dangereux. Voilà. Alors, pour les enfants, c'est la peur, peut-être due à ces exemples que vous avez cités, mais pour les parents, c'est le stress dû aux dépenses. Oui. C'est la réalité aussi pendant la rentrée scolaire. Comment nous, parents, on gère ça? Ceux qui ont la chance financent les études sans avoir besoin de préscolaire. D'autres prennent des préscolaires, mais d'autres n'ont même pas la capacité de prendre les préscolaires parce qu'ils ont déjà pris et ils ont résolu d'autres problèmes. Il est important, lorsque vous voulez financer les études de vos enfants, que vous planifiez. C'est très humiliant. J'ai connu ces humiliations. Lorsqu'on vient te faire sortir à cause des frais de scolarité, on lit vos noms et vous vous levez, vous sortez parce que vous n'avez pas payé. C'est humiliant pour un enfant. Et il y a des gens qui ont abandonné l'école à cause de cela. Chers parents, épargnez à nos enfants cette humiliation d'être exclus à cause des frais de scolarité. Préparons-nous. Si vous n'avez pas les moyens de le mettre dans tel lycée, mettez-le dans tel lycée ou telle école. Ce n'est pas un problème. J'aime toujours dire aux parents, il vaut mieux investir peu et bien l'encadrer que d'investir beaucoup et le laisser à lui-même. Non. Préparons-nous et ne regardons pas ce que nous donnons comme ce que nous payons comme des dépenses, mais considérons-le comme des investissements. C'est de l'investissement. Et investir dans le capital humain, je crois que c'est le meilleur investissement que nous pouvons faire. Et pour la rentrée aussi, pour l'année scolaire, chaque parent désire voir son enfant réussir son année scolaire. Mais comment y arriver? Comment en tant que parent, on accompagne l'enfant à réussir son année scolaire? Est-ce que ça démarre déjà dès demain la rentrée? Ça devait même démarrer avant. Il y a une photo qu'on va nous mettre, le plan de développement personnel. Le plan de développement personnel, ici vous voyez, chaque enfant, c'est ce que nous avons fait remplir à nos jeunes lors de notre séminaire de préparation à la rentrée. Chaque enfant doit dire ce à quoi il va s'attacher cette année, ce que je veux apprendre cette année, ce que je veux gagner cette année, le rôle que je veux jouer
à la maison ou à l'école. Et enfin, voici ma nouvelle raison d'être. Pourquoi je vais aller à l'école? Nous avons fait un petit diagnostic et nous avons vu qu'il y a 3 types d'enfants. Il y a des enfants pour qui l'école est le meilleur moyen de la réussite. Ils ont déjà intégré cela. Il y a d'autres enfants pour qui l'école n'est que perte de temps et perte d'argent. Et un troisième groupe, eux, ils ont envie de prendre leur école au sérieux. Et une fois, une élève m'a posé cette question. Monsieur Oba, comment on fait pour prendre ses études au sérieux? Ah oui? Oui! Parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer, elle n'arrive pas à se donner pleinement. Et c'est aux parents de les accompagner. Donc, lorsque, chers parents, vous arrivez à remplir ce plan de développement personnel avec les enfants 2025-2026. Il faut le faire avec les enfants. Oui, il faut le faire avec les enfants. Vous allez apprendre l'enfant à définir ses priorités. Parce que lorsqu'un enfant se fixe des objectifs, il va se donner les moyens de les atteindre. Et j'aime bien cette formule qu'une dame m'a donnée. Elle dit, il faut toujours viser la lune. Parce que si vous la manquez, vous tombez au milieu des étoiles. C'est ça. Donc ça, fixer une ligne de conduite et leur dire, vous voyez, non, on a dit quoi? Le rôle que je veux jouer en famille, à l'école, ainsi de suite, ou encore à la mosquée, à l'église, selon ta communauté, apprenez à vos enfants à jouer un rôle, apprenez-leur à définir leurs priorités et à dire déjà ce qu'ils veulent, à se fixer des objectifs. Cette capacité à se fixer des objectifs-là, vous allez les aider vraiment à les atteindre. Réussir son année scolaire, c'est un planning, comme ce que vous avez présenté d'ailleurs aux téléspectateurs. C'est gérer aussi son emploi du temps, que ce soit les parents, que ce soit donc les élèves. Comment on peut s'organiser à ce niveau? Voilà. Vous voyez, nous avons fait quelque chose avec des élèves. Nous avons pris une grille de gestion du temps. Et on a de 0h à 23h. On a demandé à chaque élève de remplir ses occupations. Par jour? Par jour. Ah oui. Il remplit sa journée type, une journée d'école. Tu remplis, tu dis voici de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça. Parce que nous, ce que nous avons fait cette année, c'est quoi? Nous avons développé un thème avec eux, comment combiner études et éveil entrepreneurial. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'en plus de l'immersion patriotique que nos élèves ont eue, il faut aussi une immersion professionnelle. Aider les enfants à découvrir déjà leur vocation pendant qu'ils sont sur le banc de l'école. Donc, vous prenez une fiche de gestion du temps, les enfants vont remplir et vous allez lui dire, ok, quand tu remplis comme ça, à quel niveau tu penses que tu pourras utiliser ton temps? Et nous leur avons dit, quand ils ont rempli leur occupation, maintenant, tu écris en face. Chaque heure dépensée te rapporte quoi? La responsabilisation. Ok, je vais dormir, je vais regarder la télé, je vais causer avec mes amis, ainsi de suite. Et en même temps, nous leur avons demandé, à quel niveau est-ce que tu passes du temps avec ta famille? C'est apprendre aux enfants à occuper utilement leur temps, mais en même temps aussi apprendre aux parents à passer du temps agréable avec leurs enfants et aussi à réserver du temps en couple, parce que c'est important. Certaines personnes, une fois que la rentrée commence, ils n'ont plus de vie. La dernière fois, vous m'avez partagé l'anecdote d'une connaissance qui dit, ah, école là, quand même, les garçons tout, voilà. Parce que pour eux, l'école a démarré, ah, je n'ai presque plus de vie. Il ne faut pas que les enfants aient l'impression qu'ils sont pour vous une charge et que vous le faites sans enthousiasme. Non. De la même manière que les enfants ont besoin de s'organiser, nous, parents aussi, nous avons besoin de s'organiser. Et d'ailleurs, il y a un thème que nous allons bientôt développer, c'est qu'est-ce qui change dans notre vie de couple avec la rentrée. Ça aussi, c'est important de le planifier afin que la rentrée, ce soit une suite d'opportunités et de projets de vie qui s'accomplissent. C'est important. Merci en tout cas pour ces conseils. Alors, Monsieur Oba, quel est votre mot de fin à l'endroit donc des parents, des élèves, du corps enseignant à l'orée de la rentrée, parce que c'est déjà demain? Nelson Mandela a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et j'ai envie de dire à nos enseignants et nos élèves que si l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer une nation, alors l'enseignant et l'élève, ce sont les acteurs les plus déterminants pour changer la destinée d'un pays. Donc nous comptons sur eux, et parce que si eux ils réussissent, c'est sûr que le pays ne sera tiré que vers le haut. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Oba, d'être passé. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et il y a vos livres quand même que vous pouvez recommander aux téléspectateurs, parce que vous êtes écrivain, il faut le rappeler. Donc pourquoi serons-nous les derniers? C'est un livre que nous avons écrit pour les jeunes,
pour les aider à sortir du conditionnement mental dans lequel certaines religions ou encore certains missionnaires ou encore la colonisation nous a conduits. Sortir les jeunes et les élèves du conditionnement mental. Ça, c'est pour les élèves. Un livre pour les parents, c'est comment trouver l'équilibre entre l'ambition professionnelle et la vie de famille, travail et famille, pour aider les parents, surtout les parents d'élèves, à trouver cet équilibre-là qui est nécessaire. Et je dis aux femmes, lorsqu'on vous dit de choisir entre le foyer et l'ambition professionnelle, prenez les deux. Merci beaucoup. Merci, monsieur Oba. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, comme je le disais. On se retrouvera une autre fois. Merci. Et à vous, on vous souhaite une bonne rentrée scolaire. J'écoutais l'intervention, ou disons la communication téléphonique de deux enseignants qui se souhaitaient bonne rentrée. J'ai entendu l'autre dire que Dieu nous préserve aussi des accidents de la circulation. C'est ça. J'ai dit oui, mais effectivement, c'est vraiment une réalité. Parce que c'est ça, tous les jours, les enseignants, les élèves sont obligés d'aller sur les voies pour aller à l'école. Donc, que Dieu vous préserve tout au long de l'année scolaire et puis bien sûr des autres années. Merci à vous de nous avoir suivis. On s'arrête ici pour l'émission Bonjour le Faso de ce matin. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures à partir de 7h30. Prenez soin de vous et on se dit que